Donc, hello bitches, I'm back. Toujours avec mon énorme classeur et mes synthèses là. Au final, je me suis rappelé que je devais définir ce qu'était la sociologie, parce que je ne l'ai pas fait. Et donc, je vais m'occuper de ça maintenant. Et ensuite, je parlerai des paradigmes, et ensuite, je parlerai des sociologues du XXe siècle. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, je pense, que la première vidéo, mais on verra bien. Bon visionnage. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la sociologie ? Eh ben, c'est pas ici qu'on va le savoir. Regardez une autre vidéo pour ça. On va juste dire que la sociologie, c'est la conséquence de 3 ruptures principales. La rupture politique, la rupture économique et la rupture scientifique. Donc la rupture politique, elle a été faite au nom de la liberté. Donc la Révolution française a marqué un tournant partiel dans l'histoire, sans changement mécanique. Donc sans... En gros, le changement mécanique, c'est le fonctionnement du système. La monarchie absolue de droit divin, elle n'aurait jamais abouti à un pouvoir civil. Ensuite, la rupture économique, elle a été faite au nom de l'efficacité. Donc entre le XVIIe et le XXe siècle, le capitalisme a métamorphosé la production. Et la rupture scientifique, elle a été faite au nom de la rationalité, avec une augmentation des compétences techniques. Donc, ah merde, j'ai déchiré ma feuille. Bon. Alain Touraine, repris par Guy Bajois, ont défini 2 questions principales auxquelles la sociologie répond et qui sont essentielles. Donc il y a la question du contrôle de l'ordre social et la question du changement, donc du progrès social. Donc pour la question du contrôle, l'ordre social, on a souvent un accord, un consensus ou une intégration. Et s'il n'y a pas ces 3 domaines-là, il y aura un désaccord, un conflit et une domination. En fait, la question, c'est de savoir comment la société tient ensemble et comment la société a-t-elle changé. Et pour la question du changement, donc du progrès social, on a soit une rupture, donc c'est un changement radical, soit une mutation, c'est un changement plus subtil. Maintenant, place au paradigme. Pour le paradigme du on, c'est le conservatisme. Genre, retenez juste un truc, on, conservatisme. L'auteur principal de ce courant, donc ce paradigme, c'est Merton. On va le voir par la suite. Mais en gros, le conservatisme, c'est réécrire l'histoire en disant qu'on a toujours fait comme ça pour que les individus acceptent la situation telle qu'elle est, en se basant sur des valeurs et des normes, comment dire, anciennes. Mais y a une rupture quand la majorité change, évidemment. Donc, le changement de société, oui, il y a un changement de société, mais les individus continuent d'accepter la situation. Donc même en ayant changé de manière de penser, on va toujours accepter la situation telle qu'elle est, en mode statu quo, pour ne pas avoir à se fatiguer, quoi. Donc c'est un paradigme d'intégration et des théories structuro-fonctionnalistes. Donc structuro-fonctionnaliste, normalement, vous devrez savoir ce que c'est. C'est en gros, théorie structuraliste, c'est que l'individu n'a pas d'action sur la société, mais c'est la société qui a une action sur les individus, en gros. Et fonctionnaliste, ça veut dire que... Eh ben, je viens de me rendre compte que je ne sais pas. Je pensais que c'était positivisme. Je vais aller regarder ça vite fait. C'est bon, je viens de vérifier. C'est purée, depuis le début, je mets pas le micro. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je vais essayer de le mettre un peu plus loin, comme ça il n'y aura pas de pop. Désolé, Oscar. En gros, c'est une théorie psychologique qui dit que le cerveau s'adapte en continu à notre environnement. Donc si on reprend les deux ensemble, structuro-fonctionnaliste, ça veut dire que la société s'adapte à l'individu. Je suis pas sûre de ça, calculez pas. Donc l'être humain va accepter le changement de société pour stopper le doute. Et on dit individu car il fait partie d'un tout dénué de volonté. Donc c'est le l'holisme. Holisme, on va voir ce que ça veut dire après. On arrive maintenant sur le paradigme du moi. Donc le moi, intérêt personnel. C'est tout, that's it. Donc l'acteur sait qu'il n'est pas capable de parvenir seul à ses fins, donc il va participer à la société, donc il fait un compromis. Si la société va dans son sens, la société devient un calcul intéressé par les uns et les autres.
Il y a une sorte de compétition qui se crée avec des théories utilitaristes. Normalement, vous deviez savoir ce que c'est. Désolée si je dis ça, mais si j'explique tout, après ça va durer 20 ans. Et le libéralisme, ça on l'a vu en histoire l'année dernière, et l'utilitarisme, on l'a vu en philo l'année dernière. Donc l'acteur change de comportement en fonction de ses intérêts, et l'acteur n'est pas contraint par la structure, c'est de l'atomisme. Et un des principaux auteurs, c'est Boudon. On va le voir après aussi. Enfin non, encore deux, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous. On a le paradigme du E, c'est l'ordre social imposé par la petite société qui domine. Il y a une rupture quand les nouveaux E remplacent les anciens E, ce qui est logique. Mais est-ce que pour autant, ça marque un gros changement? Pas tant. Donc les catégories sociales dominant-dominé, CF Marx, sont déterminées par les structures, donc c'est toujours de l'holisme, encore une fois, comme pour le... Purée, j'ai pu. Comme pour le on. Et l'agent, on dit agent car il veut évoluer et la structure l'y pousse. Et un des principaux auteurs, c'est Bourdieu. Normalement, vous le connaissez, mais on va le définir quand même après. Ensuite, enfin, on a le nous. Donc le nous, c'est la collectivité qui définit le bien commun. Donc les personnes constituent des groupes pour défendre le bien, donc des idées et des pensées. Le paradigme du conflit est théorie actionnaliste. Ça, paradigme du conflit, je pense que c'est clair. Et théorie actionnaliste, en gros, c'est que la sociologie de l'action, c'est juste que les actions déterminent la vie de l'individu et la vie de la société. Donc paradigme, entre le groupe qui n'ont pas le même bien commun, il y a un conflit, et notre groupe est actif et prend les décisions. Voilà, en gros, c'est ça, théorie actionnaliste. Et on parle de personnes car la capacité collective à se structurer crée l'atomisme. Donc en gros, on se sait quoi. Et le principal auteur, c'est Touraine. Et j'ai fait j'ai créé un petit tableau comme ça, que je vous mettrai bien évidemment mieux, et pour que vous puissiez avoir une idée avant de commencer. Commençons tout d'abord par Robert Merton. Robert Merton, c'est un fonctionnaliste. Il est tout droit inspiré de Malinowski, donc on a vu ce que c'était un fonctionnaliste dans l'introduction. Donc les théories de transformation des besoins organiques individuels en impératif social. Les sociétés s'expliquent par leur manière de répondre aux besoins. L'action sociale possède des effets attendus, des effets inattendus, des effets positifs et des effets négatifs. Tout ça sera résumé dans un tableau que je vous mets ici. Pop. Parce que c'est trop chiant à expliquer. Je vais juste vous donner des exemples. Donc un effet attendu et positif, ça peut être par exemple un étudiant qui va à l'IEX pour devenir journaliste. Jusque-là, tout va bien. Un effet attendu et négatif, ça n'a pas d'effet. Parce que si c'est attendu, ça peut pas être négatif. Un effet inattendu et positif, c'est se faire des potes à l'IEX. C'est inattendu, parce qu'on s'y attendait pas, et c'est positif, ça s'observe. Et un effet inattendu et négatif, c'est trop de chômage. Donc, on peut pas vraiment le voir, on peut le chiffrer, mais on ne s'y attend pas en fait en allant à l'IEX que on va pas avoir de taf en arrivant quoi. Donc, il reprend l'anomie de Durkheim en définissant deux formes d'appartenance qui relèvent de la fonction sociale. Bref, je poursuis. J'avais encore une fois pas de stockage. Bébé, viens. Viens, chouchou. Non. Viens. Hop. Hop là. Donc, deux formes d'appartenance. Tout d'abord, le groupe d'appartenance, c'est être avec ses semblables, par exemple, la même classe sociale. Et on a le groupe de référence, c'est vouloir en faire partie. Donc on s'y réfère dans nos actions du quotidien. Donc si notre groupe d'appartenance, désolé c'est le chat, si notre groupe d'appartenance et notre groupe de référence sont identiques, il n'y a pas de problème d'anomie. Mais s'il y a un changement de groupe, ça crée une anomie, une rupture entre nos désirs et nos moyens, ça crée un écart. En fait, l'anomie c'est un écart. Donc on a le groupe régi par des valeurs et des normes. Bébé, allez bouge, bouge.
Ah, c'est bon. Donc les valeurs, c'est les objectifs socialement valorisés, par exemple avoir son permis à 18 ans. Et les normes, c'est les moyens institutionnels et légitimes pour atteindre ces valeurs, par exemple rouler en sécurité. Mais il y a possibilité de déviance, la valeur respectée mais pas la norme. Par exemple, rouler en dépassant les vitesses. Pour Durkheim, il faut lutter contre l'anomie. Pour Merton, il y a une description des modes de fonctionnement. En fait, il décrit juste, mais il faut pas lutter contre. Et il a défini aussi la prophétie autoréalisatrice, c'est même si une prédiction est fausse, elle se réalisera. Par exemple, pour le krach boursier de 1929, tout le monde parlait de crise, donc tout le monde a retiré ses thunes, donc il y a eu un krach boursier. Et ça crée une performativité sociale, générer une situation sociale sur base de cette situation sociale. J'espère que c'est clair. Ensuite, on a Erving Goffman, qui lui a défini l'interactionnisme symbolique. Donc c'est regarder le monde à travers les interactions quotidiennes. Il crée la métaphore théâtrale heuristique, une ritualisation, être apte de reconnaître les rôles des autres. Donc il y a une interaction, une ritualisation de réparation et d'intégration. Par exemple, un rituel d'intégration, c'est par exemple dire « salut, ça va ?» Oui et toi, même quand ça va pas. Et par rapport à la métaphore théâtrale heuristique, c'est on appelle ça tenir la face, enfin faire face ou un truc comme ça. Il faudra que je vérifie, je vous mettrai ici si j'y pense. Attendez. En gros, oui, c'est performer son rôle social pour que les autres nous voient de manière positive. Et donc, tu as le stage, le backstage, le front stage, etc. Mais ça, je vous mettrai une vidéo en description qui explique ça beaucoup mieux que moi. De carologie. Allez les taper directement, je vous mettrai en description quand même. Ensuite, on a le livre Asile. Il a observé les institutions totales, par exemple l'idéal type de Weber. Parce que les gens qui ont un idéal type, par exemple ceux qui ont un idéal type favorable à la prison ou aux HP, etc., ça serait vers Weber. Donc les institutions sociales, c'est une série de personnes contraintes d'y habiter plus ou moins longtemps et sous la contrainte. Je l'ai dit 2 fois, mais on ne sait jamais. Donc c'est plus ou moins les hôpitaux psychiatriques, les enfermements religieux, même si ça peut être volontaire, les internats, ça peut être volontaire, l'EHPAD, c'est plus ou moins volontaire, mais les prisons, en tout cas, c'est pas du tout volontaire. Les seules personnes qui y vont de leur plein gré, c'est les gardiens, qui imposent les règles. Donc il y a encore une fois le fait de ne pas perdre la face. Donc il y a l'adaptation primaire et l'adaptation secondaire. L'adaptation primaire, c'est respecter toutes les règles, donc sortir avant de la prison par exemple, donc jouer le jeu pour être récompensé, une remise de peine. Et l'adaptation secondaire, c'est connaître les règles, donc les baiser, pour viser autre chose. On a le livre Stigmate également. Notre identité n'est pas un attribut essentiellement hérité. Nous sommes toujours l'handicapé de quelqu'un. Le regard de l'autre crée notre identité. Nous ne sommes pas en nous-mêmes, nous sommes dans la relation. J'ai besoin d'une pause. Je vais faire une pause, bisous. Donc, je suis de retour. Vas-y, monte un peu. Bébé. Bref. On a ensuite Peter Berger. Donc lui, il a théorisé le constructivisme social. Donc d'où vient la connaissance ? La socio de la connaissance, c'est pas de la science. Beaucoup de S. Allitération. Donc l'allant de soi, c'est la question sociologiquement évidente. On ne sait pas plus comment on a appris, donc il y a une intégration plus. Il faut être attentive à cette évidence. Le quotidien est sensé ou compréhensible et intersubjectif ou partagé. Il repose sur une typification de référence, anticipable avec l'institutionnalisation, avec des rôles et des routines. On intègre une société par apprentissage. La socialisation primaire, c'est les valeurs intégrées, et la socialisation secondaire, c'est le groupe qui socialise ses membres à son fonctionnement. Donc ça, je pense que vous avez la rêve, socialisation primaire et secondaire, on l'a vu genre au lycée. Ensuite, Raymond Boudon. Lui, il théorise l'individualisme méthodologique. Donc il place la réflexion et la compréhension qu'on a du monde dans l'individu observable
et il essaye de comprendre les effets sociaux. Il part des actions individuelles pour comprendre la société. La rationalisation de l'acteur qui cherche à maximiser son intérêt. Une décision qui repose sur ses valeurs, ses habitudes et ses calculs, c'est par exemple Weber, dans la théorie de Weber, c'est la rationalité en valeur et en finalité. Il n'y a pas de déterminisme, pas de force surplombante. Les inégalités scolaires, c'est un ouvrage dans lequel il se pose la question pourquoi il y a beaucoup de classes supérieures en études supérieures. Et bien en fait, pour lui, ça réside dans un choix individuel, c'est pas structurel. Donc c'est très opposé à Marx. Il crée par exemple une pyramide sociale en médecine. Non, c'est pas lui qui crée, mais ça existe. Entre les chirurgiens qui sont fils de chir et les généralistes qui sont les nouveaux médecins, en gros, qui ne sont pas hérités, qui n'ont pas hérité des savoirs de leurs parents. Le social est agrégation, c'est-à-dire que tout est social. Construction sociale de la réalité. L'addition des actions individuelles produit des effets collectifs. Par exemple, les embouteillages qu'il y a du 31 août au du 31 juillet au 1er août, c'est un problème. Et donc tout le monde va vouloir les éviter en y allant le 1er août, en partant de vacances le 1er août, mais tout le monde a la même idée. Donc au final, ça crée un énorme embouteillage. Il y a une perspective compréhensive, le sens des actions individuelles et une approche méthodologique avec un intérêt formel, avec beaucoup de statistiques et des quantifications. Ensuite, il y a Jürgen Habermas. Lui, c'est... Donc, je vais vous définir d'abord la première école de Francfort pour passer à la deuxième, parce que sinon, vous n'allez rien capter. Donc, la première école de Francfort, c'est une perspective critique, avec la raison qui émancipe. Elle utilise... Pardon, c'est la mandarine. Elle utilise la raison et la connaissance, car elle décrypte le réel. Elle utilise l'empirie. Elle dit que l'empirie peut être erronée par notre culture. Ce que je sais vaudra plus que ce que je vois. Donc c'est très opposé au positivisme. Et l'émancipation par le savoir. Donc les faits observés, on est contrainte. Il y a des contraintes dont on doit se libérer. La pensée sociologique doit être au service de la société. Et la seconde école de Francfort, elle est définie par la rationalité instrumentale et la rationalité communicationnelle. La rationalité instrumentale, c'est l'action qui devient utilité. Et la rationalité communicationnelle, c'est le consensus, l'échange, etc. Donc, il définit le terme de socio-histoire sur le temps long. C'est la place aux structures, aux logiques qui échappent aux agents. Il a publié un livre qui s'appelle « L'espace public ». Donc pour lui, la sphère sociale, c'est la sphère sociale où les personnes privées débattent de l'intérêt public pour défendre ses propres intérêts. Il y a 3 états. L'état absolu, l'état libéral et l'état social. L'état absolu, on peut le définir par le secret. En gros, c'est invisible aux citoyens, mais ils veulent connaître le flux des comptes. L'état libéral, c'est un peu la publicité, c'est rendre des comptes publics. Ils ont réussi à demander qu'on rende les comptes publics. Et l'état social, finalement, c'est la victoire du mouvement ouvrier et la participation du peuple à l'état social. Donc au final, ils ont gagné. L'espace public délibératif, c'est des échanges marchands informationnels, la bourgeoisie rationnelle, le principe de publicité et la logique du débat. Il a aussi publié le livre L'agir communicationnel avec une coordination consensuelle. La démocratie représentative, c'est différent de la démocratie délibérative avec une logique instrumentale de marché et c'est différent de la logique communicationnelle du consensus. Ensuite, Pierre Bourdieu, purée, je peux plus me le voir celui-là. En plus, non ça va, c'est juste une page. Donc lui, il définit le terme de structuralisme génétique et de sociologie démystificatrice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le structuralisme génétique, c'est en gros l'idée qu'il y a une domination symbolique, voire une violence symbolique, exercée par les plus forts sur les plus faibles, et les plus faibles acceptent leur position de victime dominée. Comment les forts les écrasent-ils ? Et c'est le comment qu'on cherche et pas le pourquoi. Attribuer la responsabilité à l'individu, c'est être aliéné, en fait, parce que l'individu est complètement aligné par la structure, donc on ne peut pas lui attribuer cette responsabilité. On ne prend pas en compte l'illusio et la société violente. Qu'est-ce que l'illusio ? L'illusio, c'est jouer un jeu, mais pas avoir les bonnes règles. C'est quoi la conséquence ? C'est qu'on perd. On croit connaître les règles subjectives alors que la société fonctionne avec des règles objectives. Par exemple, le système de l'école, c'est
on n'a pas les codes, donc on travaille à mort, mais il y a un échec. Le système refuse de nous connaître et de nous aider. On a aussi les champs, qui sont des espaces sociaux relativement autonomes où les individus et groupes interagissent et se disputent des positions. Chaque champ obéit à ses valeurs. Ils sont structurés de manière hiérarchique où les positions dominantes de par leurs ressources ou capitaux culturels, sociaux, économiques et symboliques qu'ils possèdent. Donc il y a les champs de force et les champs de lutte. Le champ de force, c'est l'état actuel. Par exemple, t'es dans le champ de la littérature, t'es autrice et tout va bien. Ou alors le champ de lutte, c'est modifier ou conserver un champ. Par exemple, tu veux conserver à tout prix ta place d'autrice, donc tu vas te battre à mort et baiser la concurrence, quoi. On a aussi l'habitus. L'habitus, c'est le statut, c'est incorporer la condition sociale. Mais je vais pas développer ça parce que ça va être trop long, mais regardez sur internet. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre l'habitus. Bourdieu, c'est un penseur des structures. Il fait partie de la philosophie révolutionnaire théorique, où les actions reproduisent les structures, et les structures, c'est nous tous. Et pour finir, on a Alain Touraine, qui lui est un sociologue de l'action. Notre action reproduit la structure avec l'action autonome, et c'est l'ordre social. Il définit le terme d'historicité. Donc pour lui, l'historicité, c'est de donner un sens à la société. Chaque société assume son historicité. Nous avons la conviction que nos actions génèrent la société. Les sociétés traditionnelles ont une faible historicité. Désolée, je commence à fatiguer là. Ensuite, il a défini le terme de système d'action historique, le SAH, la description de comment les sociétés se structurent et représentent et évoluent. Il y a 3 dimensions fondamentales, la dimension sociale, la dimension économique et la dimension culturelle. La dimension sociale, c'est les rapports sociaux, les représentations que la société construit sur elle-même. La dimension économique, c'est l'organisation de la production et l'accumulation des richesses. Et la dimension culturelle, c'est les manières dont les pratiques sociales sont interprétées, justifiées et donnent sens aux actions collectives. Donc lui, il est complètement en opposition à Bourdieu. Parce que pour lui, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Voilà. Tiens, Oscar. J'espère que vous avez tout capté. Si vous n'avez pas capté, n'hésitez pas à me poser des questions. Soit vous m'envoyez un petit mail, mathilde.deveau@student.iex.be, soit vous me mettez juste un petit commentaire et je répondrai le plus vite possible. En général, je suis très très réactive. Gros bisous. Courage.